Je suis donc Claudia Delmas-Scherer, je suis ambassadrice de France en Estonie depuis septembre 2016. Je suis fonctionnaire diplomate de carrière, donc je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères en 1990 et j'ai servi successivement en Chine, aux Pays-Bas, Sri Lanka, aux États-Unis et en Argentine, avec entre-temps quelques séjours aussi à Paris. Et c'est mon premier poste d'ambassadrice dans ma carrière, j'espère pas le dernier. Et j'ai eu la chance d'être nommée ambassadrice de France en Estonie en 2016, au moment où l'Estonie se préparait au 1er juillet 2017 à sa première présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas les 6 derniers mois de l'année dernière ont été très intenses en Estonie. Il n'y avait jamais eu autant de visiteurs à Tallinn et de visiteurs du côté de la France aussi, puisque le timing était particulièrement favorable. Beaucoup de membres du nouveau gouvernement sont venus nous rendre visite à Tallinn et on a rarement parlé autant d'Estonie en France. La première visite à l'étranger du Premier ministre, Édouard Philippe, s'est faite à Tallinn à la fin du mois de juin l'année dernière. Et s'il est venu, c'est parce que l'Estonie allait avoir la présidence de l'Union européenne, mais aussi et surtout parce qu'il voulait voir de ses yeux et entendre directement des acteurs estoniens ce qu'était une société digitale, une société qui était passée au numérique. Donc c'est ce que je comprends sur lequel vous m'attendez pour que je vous explique un petit peu vu de la part. Alors je joue un peu un rôle étonnant ici, parce que d'habitude c'est plutôt mon collègue Alar Streman, ambassadeur d'Estonie à Paris, qui fait très bien d'ailleurs son travail d'ambassadeur et qui parle de son pays, l'Estonie, dans beaucoup d'espaces face à beaucoup de public. Mais je pense que c'est intéressant aussi pour vous que je vous parle de l'Estonie telle que je la vis et puis aussi de le voir avec un regard français, y compris parfois nos a priori et notre façon de voir. Donc, on m'a proposé comme intitulé pour cette présentation, il faut que je fasse comme ça. Appuyez sur ça. D'accord, merci. Donc, juste en introduction, c'est un peu petit. L'Estonie, l'Union européenne, un des pays les plus au nord-est, il n'y a plus que la Finlande au-delà de l'espace européen. Tallinn, donc le troisième des pays baltes, parce qu'on mélange souvent les 3 pays baltes. Je sais qu'avant de partir en Estonie, tout le monde me disait lequel, où se situe-t-il. Donc l'Estonie, c'est celui qui est le plus au nord, c'est celui qui est le plus près de la Finlande. Tallinn, Helsinki, c'est 80 km uniquement. Et les 3 pays baltes, ils sont géographiquement proches, mais en fait assez différents du point de vue culturel. Déjà, ils ont 3 langues très différentes et des histoires en partie différentes, sauf le sort commun d'avoir été pendant 50 ans absorbés dans l'URSS contre leur volonté. Donc, un des pays les moins peuplés de l'Union européenne, il y a seulement 1,3 million d'habitants qui parlent à 75% estonien. Il y a 25% de russophones qui sont notamment les personnes qui sont venues en Estonie à l'époque de l'Union soviétique. La capitale fait 450 000 habitants, ce qui représente, je ne sais pas, devant des élèves ingénieurs que je pourrais me tromper, à peu près le tiers de la population. Donc vous voyez une forte concentration de la population sur Tallinn. Alors on dit un petit pays, ça a relativisé, c'est un petit pays en population, mais un pays relativement grand par sa superficie, compte tenu notamment de sa population, qui est grand comme la Suisse. Et donc l'Estonie a fête cette année ses 100 ans. Elle a été créée en 1918, à la suite de la Première Guerre mondiale. Elle a été absorbée dans l'URSS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et elle a repris son indépendance en 1991. Alors, je vous rappelle ça parce que c'est pour signaler. Donc, en 91, elle sort de l'Union soviétique. En 2004, elle rentre dans l'Union européenne déjà et dans l'OTAN en même temps. Elle a été le premier pays issu de l'éclatement de l'URSS à rejoindre l'OCDE en 2010. Elle est rentrée dans la zone euro en 2011. C'est un pays qui a une situation économique à l'heure actuelle tout à fait positive. Et j'ai juste gardé le taux de chômage. On est à un taux de chômage résiduel. En ce moment, le vrai problème en Estonie des entreprises, c'est trouver de la main-d'œuvre, quelle qu'elle soit, peu qualifiée, c'est son problème actuellement.
Et 99% des services publics disponibles en ligne, c'était ça qu'était venu voir le Premier ministre en juin dernier. Et c'est ce dont je vais vous parler. L'agenda numérique, ça c'est un petit peu la présentation au point de vue du gouvernement, mais il faut savoir que le tournant du numérique en Estonie, il remonte à la fin des années 90 déjà. Un pays qui venait de récupérer son indépendance, qui n'avait pas beaucoup de moyens, une population faible, enfin pas beaucoup de population, très répartie sur un territoire relativement grand, et qui a pris la décision de partir de zéro et de tant qu'à faire, choisir les technologies qui étaient disponibles les plus avancées pour pouvoir avoir un État le plus léger possible, tout en ayant un État qui fournit beaucoup de services. Je cite le principe « dites-le une seule fois », c'est très très important, c'est l'engagement que l'État, le gouvernement estonien a pris vis-à-vis de ses citoyens, c'est l'administration numérique, ça vous permet de ne pas devoir sans arrêt redire et redonner les mêmes informations aux différentes administrations. Deuxième facteur très important, c'est que je vous expliquerai après comment fonctionne ce système numérique, mais il faut savoir que la base derrière tout cela, en dehors de la technologie, c'est aussi une base légale. C'est que toutes les transmissions de données entre les différentes bases de données, comme je vais vous expliquer par la suite, sont encadrées par la loi. C'est pas fait, voilà, comme ça. Il faut savoir que tout cela a été préparé auparavant et validé par le Parlement. Un pays donc aujourd'hui, qui est donc évidemment très avancé sur l'utilisation d'Internet. Les Estoniens plaisantent eux-mêmes toujours en disant qu'on trouve de la 4G au fin fond de toutes des forêts estoniennes, qui sont nombreuses, puisque 57% du territoire est constitué de forêts. Historiquement, donc, je vous ai dit, ça a commencé dans la fin des années 90. Le développement du numérique en Estonie a pris deux axes pour se développer. C'est un partenariat de l'État avec les banques, parce que l'État a proposé une identification numérique à l'ensemble de la population, avec un numéro d'identification par personne, et a mis en place un système qui permette de s'authentifier avec cette carte, avec ce numéro d'identification. Et il a travaillé en parallèle avec les banques qui, elles-mêmes, dans la mise en place de la banque en ligne, avaient besoin d'authentifier les clients. Et plutôt que de faire quelque chose de parallèle de leur côté, comme ce qui s'est en fait passé chez nous, ils ont travaillé ensemble, et le numéro d'identification de l'État est aussi le numéro d'identification qui sert pour les banques. L'autre aspect qui a été très important pour la mise en place du système d'administration digitale en Estonie, ce qui a été, comment dirais-je, le facteur qui a favorisé l'adhésion de la population à ce système, parce que c'est important l'adhésion de la population. On voit bien ici en France, au moment où on essaye de développer l'administration numérique, à quel point ça peut être compliqué. Le système fiscal en Estonie est un système où il y a un prélèvement à la source, et une fois par an, on fait une déclaration qui vous permet de déduire en fait de ce que vous avez déjà payé. Enfin, il y a une espèce de balance qui est faite au bout d'un an. Et vous, en général, vous recevez de l'argent en retour parce que vous avez payé un peu plus que ce que vous auriez dû payer. Donc, il y a un grand intérêt à pouvoir faire cette déclaration rapidement, et surtout, l'État s'était engagé à ce, quand ces déclarations étaient faites en ligne, à vous payer dans les quelques jours qui suivaient votre déclaration. Alors qu'avant, avec le papier, ça prenait plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est une pratique qui s'est complètement répandue, qui est aussi liée au fait que le système fiscal estonien est plutôt simple, et ce n'est pas comme nous un système assez lourd avec un millier de niches par derrière pour payer moins. C'est plutôt un système qui, à la base, fait payer moins d'impôts. J'ai noté là 1% du budget entre 1994 et 2004 pour le développement des technologies de l'information et de la communication. C'est pour rappeler que c'est pas non plus quelque chose qui était bon marché. Ça coûte de mettre en place ce système. 1% du budget, moi je dis toujours, le ministère des Affaires étrangères, c'est 1% du budget de l'État. Donc on voit bien, c'était pas anodin. Et je signale le titre
du plan gouvernemental dans les années 90 et début 2000 pour que la population, parce que la population sortait elle aussi quand même de 50 ans de soviétisme, elle n'était pas particulièrement aguerrie à Internet, pour l'accompagner à l'usage d'Internet, avec notamment des centres avec des ordinateurs, au début quand même des années 2000, ils n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui, dans les bibliothèques municipales et des volontaires pour former et pour accompagner les personnes qui n'étaient pas, comme on dit, à l'aise avec le numérique. Je vais vous donner là, sur cette slide, vous avez différents éléments qui sont qui représentent les principaux aspects de l'e-Estonie. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'identification, donc la clé publique d'identification qui fait que chaque Estonien a un numéro à sa naissance, dans le numéro, il y a une partie du numéro qui ressemble un peu à notre sécurité sociale, qui est liée à votre date de naissance, à votre lieu de naissance, et puis ensuite un numéro qui se complète. La carte d'identité électronique qui a commencé à être diffusée en 2001 et qui est obligatoire et qui comprend donc une puce dans laquelle ne figure que le numéro d'identification. Et ce n'est pas une puce qui comprend toutes vos données, parce que ça c'est tout de suite quelque chose qui fait peur évidemment. Le portail de l'État, c'est esti.ee. Alors, ce qui est fascinant, je trouve, vu d'une Française en Estonie, c'est que ce portail, il est aussi en anglais. Je vous montrerai la page de ce portail. Mais évidemment, pour les Estoniens, il est en estonien, qui vous met sur une seule page l'ensemble des services numériques accessibles. Et l'autre technologie, si on veut, technologie qui est fondamentale dans le système numérique estonien, c'est la X-Road, qui est là parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de données sur la carte à puce estonienne et il n'y a pas non plus une base de données généralisée. Le fait qu'on dise à quelqu'un, l'administration ne vous demandera cette information qu'une fois, ne veut pas dire que tout ça est mélangé. Chaque administration a le droit a les données dont elle a besoin. Simplement, elle peut communiquer avec les autres bases de données par ce qu'on appelle la X-Road. Alors il y a un dessin normalement, voilà, qui permet de vous montrer comment fonctionne. Vous avez la base, c'est la population, ce qui permet, alors c'est une image qui est intéressante, en Estonie, grâce à cette carte à puce et grâce à votre numéro d'identification, vous ne devez pas sans arrêt justifier de votre existence avec des fiches d'état civil datant de moins de 3 mois que vous devez demander à la mairie de naissance, machin et tout. Chaque fois, vous devez faire une démarche. Je pense que ça dit quelque chose à tout le monde. Le registre des informations sur la santé n'est pas mélangé avec les autres. Simplement, quand un des autres services a besoin d'avoir une information, si c'est encadré par la loi, il peut y avoir accès par la X-Road. Voilà, ça c'est la carte d'identité électronique et son lien, ce qui fait qui est en fait le lien qui permet de passer d'une base de données à une autre. Voilà à quoi ressemble le portail. C'est le haut de l'écran. Je n'ai pas réussi pour que ça soit lisible. Je ne l'ai pas mis en une seule page. Et même comme ça, je pense que ce n'est pas lisible pour vous derrière. Mais il y a quand même pour revenir en arrière. Je reviens juste en arrière. Voilà, c'est bon, très bien. Voilà, c'est très simple et très intuitif. L'ensemble des services qui sont disponibles pour les Estoniens quand ils ont rentré leur carte dans leur ordinateur, ils peuvent. Alors, ce que permet le système numérique, par exemple, c'est de savoir pratiquement en temps réel quelle est la taille de la population. Il y a des choses assez amusantes. Tous les mois, on peut vous dire quels sont les 2 prénoms qui ont été le plus donnés aux enfants qui sont nés. Enfin, il y a des choses peut-être un peu gadget. On peut voter électroniquement, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Là, on peut demander, obtenir, surveiller tout ce qui est prestations sociales.
Ça permet à l'administration chargée des affaires sociales en Estonie, enfin c'est celui-là aussi, tout ce qui est la famille, tout ce qui est aller demander l'inscription de vos enfants dans une école maternelle, obtenir les allocations familiales. En Estonie, on va pas faire comme on m'a demandé il y a pas longtemps, d'aller écrire à la CAF de Lille où mon fils est étudiant depuis 6 mois pour leur demander de me certifier qu'ils ne me payent pas d'allocation. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui n'existerait pas en Estonie. Il suffirait que le système le demande et il pourrait l'établir. L'autre domaine dans lequel l'Estonie fait beaucoup de publicité pour son système numérique, c'est l'enregistrement d'une entreprise qui se fait de façon rapide et simple en ligne. Il y a aussi, ils en parlent souvent, même si je pense que dans ce domaine-là, en France, on fait des progrès, ce qui concerne le suivi de la scolarisation des enfants. Dans les écoles, les professeurs utilisent vraiment l'outil numérique pour pouvoir communiquer des informations sur ce que font les enfants à l'école, sur les devoirs qu'ils ont à faire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Estonie, les profs le font. Voilà, on leur a dit de le faire, ils le font. En France, on met parfois les instruments à disposition, mais ils ne sont pas forcément utilisés. Alors maintenant, j'ai quelques slides pour vous expliquer, en dehors de ce que je viens de vous montrer, les différents autres aspects de cette Estonie numérique. La connaissance de la loi. Donc il y a une base de données au ministère de la Justice et la population, si elle souhaite, peut suivre toutes les préparations de projets de loi, les amendements, les discussions jusqu'à son adoption. Il y a aussi la possibilité de déposer plainte en ligne. Du coup, le système judiciaire estonien est beaucoup moins encombré que le nôtre. Il y a 2 facteurs. Il y a ce facteur-là, c'est-à-dire que grâce au dépôt de plainte en ligne avec des personnes qui étudient sommairement le dossier et quand les dossiers sont simples, permettent de les traiter rapidement, font que finalement les tribunaux sont plus occupés des affaires qui nécessitent plus de temps que ceux qui sont en fait assez simples à régler. Voilà. Et la police aussi, bon ça c'est un petit peu moins révolutionnaire, mais l'ensemble des voitures de police estoniennes sont équipées de terminaux qui permettent d'avoir toutes les informations qui les intéressent sur les véhicules à partir des plaques d'immatriculation. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, qui est importante et qui n'est pas dans les slides, j'y pense maintenant, c'est en ce qui concerne, parce on parle beaucoup en ce moment de protection des données personnelles, il y a toute la question de la sécurisation des informations. Le système estonien est conçu de telle manière que chaque individu, quand il est connecté à sa page que je vous ai montré tout à l'heure, et à l'intérieur de cela, il peut voir qui a consulté ces données. Il y a une traçabilité alors par exemple, si la police a regardé votre plaque à tel endroit, vous voyez qu'elle l'a fait. Si quelqu'un qui a priori n'a pas vocation à le faire, a regardé votre dossier médical, vous le voyez. Il y a une traçabilité parce qu'en fait, pour pouvoir avoir accès, la personne a utilisé une trace, donc vous le voyez. Il y a un cas célèbre en Estonie d'un journaliste qui avait corrompu un médecin pour pouvoir avoir accès au dossier médical d'un homme politique assez célèbre qui avait un problème médical. Ce médecin n'était pas le médecin du politicien en question. Donc, la personne a vu que quelqu'un avait regardé. Il y a une autorité qui s'occupe de ça, de la protection des données, qui est un peu l'équivalent de notre CNIL et de notre CADA. Ils font les deux, qui a diligenté une enquête et qui a sanctionné très sévèrement le médecin qui avait permis de regarder cette information. Là, c'est une rapide liste, mais je vous en ai déjà parlé de certains. Le vote électronique. Donc, le vote électronique, ce n'est pas comment dirais-je, l'usage le plus dans les différents services proposés par l'administration estonienne. C'est pas celui qui est le plus répandu. Il n'y a que 33%, c'est déjà pas mal, mais 33% seulement des électeurs ont utilisé le vote électronique lors des dernières élections municipales qui étaient en octobre l'année dernière.
Et alors que pour d'autres services comme les impôts, tout à l'heure je vous voyais, c'est 96% de la population qui utilise les services en ligne. Il y a un petit peu plus de crainte de ce point de vue-là, pour être tout à fait honnête, sur la question de est-ce que mon bulletin, enfin est-ce que ce que j'ai voté, c'est vraiment ce qui est pris en compte. Et il y a un petit peu de débat politique en Estonie sur ce sujet, qui est très sensible parce que évidemment les tenants du tout numérique n'aiment pas trop qu'il y ait un seul facteur qui soit un petit peu, un seul élément qui soit un petit peu problématique pour certains. Autre cas emblématique du numérique en Estonie, c'est le Conseil des ministres sans papier. Comme tout à l'heure, vous avez vu, le processus de loi est suivi en temps réel d'une manière numérique, peut être suivi par la population. Il y a aussi dans l'administration un suivi de préparation des documents qui arrivent au Conseil des ministres. Et au moment du Conseil des ministres, il y a toute une partie des textes qui ont reçu des commentaires des différentes administrations. Ça aussi facilite l'interministériel, le numérique, puisque chacun a vocation à voir le document qui est en cours de préparation. Et ce ne sont pas des choses dématérialisées, c'est numérique. Il ne s'agit pas de faire un scan d'un projet qu'on diffuse par email. Ça, c'est pas du numérique, ça. Il s'agit d'un document vraiment numérique sur lequel on peut faire entrer des commentaires et arriver en Conseil des ministres et prendre plus vite une décision s'il n'y a pas trop de discussion, ou relancer le débat qui a quand même lieu, et qui a lieu quand même tous les jeudis matins. Il y a un Conseil des ministres au bureau du Premier ministre. La signature électronique, ça c'est quelque chose de très important, qui est quelque chose qui est aussi mis en avant par les Estoniens pour encourager la venue en Estonie, directement ou indirectement, d'entrepreneurs. C'est la possibilité de signer électroniquement toutes sortes de contrats. Alors là, je raconte toujours mon expérience en tant que citoyenne en Estonie. Je vais voir un concessionnaire automobile, je définis un peu ce que je souhaite, et puis un peu plus tard, il m'envoie un projet de véhicule avec le montant, on négocie tout ça, et puis quand finalement je suis d'accord avec le montant, je dis ok, d'accord, je la prends à ce prix-là. Donc normalement on signe un devis, puis on le donne, et puis ça vaut forme de contrat. Et quand je dis au téléphone à mon vendeur, bon ben voilà, ok, et il me dit bah voilà, vous me le signez électroniquement, mon document. Je lui dis non mais moi à l'époque j'en avais pas, ça a changé, mais à l'époque j'avais pas de carte électronique, carte d'identité électronique. Il me dit oh, mais vous allez devoir venir. Donc c'était pour lui totalement une perte de temps, d'énergie pour lui, pour moi, de devoir se déplacer alors qu'on peut signer électroniquement. L'autre raison aussi de rester chez soi, c'est la possibilité. Enfin, il y a deux facteurs dans la santé électronique. Enfin, deux facteurs que je vous cite. Il y en a beaucoup d'autres. Les dossiers médicaux sont donc les dossiers médicaux existent en ligne, et donc quand vous allez chez votre médecin, il a la possibilité, si vous le définissez, c'est vous qui le définissez, de voir l'ensemble des traitements que vous suivez. C'est vous qui le définissez. C'est évidemment très utile du point de vue médical, parce que ça évite les interférences de traitements qui peuvent poser problème. Et ça permet aussi, par la suite, les médecins sont autorisés à faire des ordonnances quand il y a des renouvellements de médicaments, par exemple. Ben moi, quand ça m'arrive, j'envoie un mail à mon médecin, je lui dis voilà, j'ai plus mon médicament. Elle me dit pas de problème, et je vais avec ma carte numérique à la pharmacie, et je vais chercher mes médicaments sans avoir besoin d'aller payer une consultation qui sera remboursée, alors que ça fait 20 ans que je prends le même médicament, et que ça... Bon, je peux aller régulièrement chez le médecin quand même pour faire des checks, mais voilà. Le autre aspect aussi très très courant en Estonie et à Tallinn en particulier, c'est le paiement, mais ça commence à se répandre, le paiement par application des places de stationnement. Je ne sais pas si ça existe déjà, enfin ça doit exister en France maintenant aussi, voilà. Mais est-ce que c'est un truc qui vous dit attention, bientôt vous n'avez plus, faut mettre dans la pièce? Bon, voilà, ça s'est développé en Estonie depuis longtemps.
L'autre aspect de ma présentation était de vous parler de la cybersécurité, parce que ce qui peut paraître paradoxal quand on aborde l'Estonie, c'est de se dire ce pays est le pays qui se dit un des plus numériques du monde. Or, c'est aussi le pays qui, en 2007, a eu ce qui est référencé comme la première attaque de cybersécurité sur son réseau. En 2007, c'était une attaque assez simple de saturation des réseaux, de DOSS, c'est ça, déni de service. Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'esprit des Estoniens, cette attaque, c'était pas une raison pour dire bon, bah maintenant c'est trop dangereux, il faut plus qu'on fasse ça. Cette attaque, elle les a conduits au contraire à se dire bon, on a une fragilité, une faiblesse, on va se donner les moyens parce qu'on veut continuer à avoir ce système, parce que ce système est pratique, ce système est efficace et rentable. On va renforcer les moyens de sécurité. Donc, les institutions qui sont en charge de cette cybersécurité, c'est l'autorité du système d'information de l'État, RIA, et à l'intérieur de cette RIA, l'organisme qui s'appelle CERT, mais CERT c'est un nom générique, hein, il y a un CERT pour tous les pays, mais c'est celui qui est en charge de la gestion des incidents, des portails et de la mise en place à la fois de suivi de tous les incidents. Ils sortent tous les ans un rapport très intéressant que je vous recommande, qui est en anglais d'ailleurs, sur l'ensemble des incidents qui ont pu se produire et qui donne des conseils à la fois aux utilisateurs et aux entreprises qui ont des systèmes informatiques pour attirer leur attention sur les risques pour la sécurité. Ce RIA et ce CERT dépendent du ministère de l'économie et des communications, qui lui-même est celui duquel relève celui qui est le grand maître de toute le dispositif numérique en Estonie, qui est son CIO, hein, Chief Information Officer, c'est ça, et qui est Monsieur Siim Sikkut, et qui était ici à Paris il y a une quinzaine de jours pour signer avec la ministre chargée des communications un accord de partenariat avec la France pour faire des échanges d'expertise. L'autre institution dont je vous parle, que je mentionne sur cette slide ensuite, l'ACAI, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle chargée de la protection des données et qui fait des enquêtes et des contrôles pour vérifier et qui est celle vers laquelle n'importe quel citoyen estonien peut se tourner si jamais il a des doutes sur l'intégrité de ces données. Voilà comment fonctionne le système, le système de cybersécurité, la coordination de la cybersécurité en Estonie, avec donc le RIA qui dépend du ministère de l'économie et des communications, mais l'ensemble des ministères qui sont intéressés à tous les portails accessibles aux citoyens à l'intérieur d'un conseil de cybersécurité qui dépend du gouvernement. La technologie blockchain, c'est ce qui protège les échanges de données en Estonie. J'ai écrit ces concepts à la mode parce que c'est vrai qu'on entend énormément parler ces derniers mois de blockchain, mais en Estonie, c'est une technologie qui est utilisée depuis déjà 2008. Donc ça fait déjà longtemps et qui continue à l'utiliser et qui depuis 2008 on n'a pas eu d'incident majeur en termes de cybersécurité en Estonie. Voilà, j'espère que j'ai été un peu vite, que j'ai pu toucher à peu près à toutes les questions de base, mais je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions.